Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Aime le débat, consacrée aujourd'hui à l'affaire connue sous le nom de Bourrouge. Alors, on a tout dit, ou presque, sur les rejets en Méditerranée de l'usine d'alumine Alteo de Gardanne. Il y a plus de 20 ans déjà, plusieurs rapports prouvent la présence de métaux lourds néfastes pour l'environnement, des rejets de Bourrouge interdits depuis plus d'1 an. Mais fin 2015, des déversements d'eau résiduelle filtrée restent autorisés par l'État jusqu'en 2022. Et la colère de la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, n'y aura rien changé. Alors comment se porte aujourd'hui la Méditerranée? Qui a raison? Qui a tort dans cette affaire? L'industriel fait-il des efforts? Et les habitants qui vivent à côté de l'usine, y a-t-il des risques pour leur santé? Eh bien, on va en parler avec vous, Hervé Vaudois, et avec vos 3 invités sur le plateau. Absolument, 3 invités de qualité qui connaissent bien le dossier, à commencer par Éric Duchesne, qui est le directeur des opérations de l'usine d'alumine Alteo à Gardanne. Bonjour Monsieur Duchesne. Pour lui porter un peu la contradiction, nous avons Christian Guillaume, qui est administrateur de Union Calanque Littoral, une association historique qui est, on peut le dire, à l'origine de la création du parc national des Calanques, et le député des Bouches-du-Rhône, qui est élu sur la circonscription de Gardanne, François-Michel Lambert, qui, pour la petite histoire, avait été élu en 2012 sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts, et qui a rejoint l'Union des écologistes avec François de Rugy, Jean-Vincent Placé, il y a quelques mois, et qui a adhéré il y a peu au mouvement d'Emmanuel Macron En Marche. Voilà pour le situer politiquement. La première question, elle va être à Éric Duchesne. Vous avez eu une autorisation de rejet qui a fait débat, y compris au plus haut niveau de l'État, puisqu'elle a donné lieu, cette autorisation de rejet, à une passe d'armes restée dans les mémoires entre le Premier ministre Manuel Valls et sa ministre de l'Environnement, Madame Royal. Cette autorisation de rejet a été attaqué, et les associatifs, dont des membres d'Union Calanque Littoral, ont attaqué l'État français pour cette autorisation de rejet devant la Commission européenne. Est-ce que ça fait peser une menace encore sur l'exploitation de l'usine de Gardanne? Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui est inquiétant? Écoutez, c'est une... Oui. Ce sont des dossiers qui sont déposés devant les tribunaux ou devant la Commission européenne, donc l'issue est toujours incertaine en matière de justice. Néanmoins, je dois rappeler que l'autorisation a été donnée, pas par la voie du Saint-Esprit, mais à l'issue d'un processus relativement long et extrêmement documenté sur la qualité du rejet et l'impact du rejet tel que nous le voyons. Ce dossier fait 17 volumes. Voilà, ça a nécessité plus de 3 ans d'études, et certaines études à la limite des connaissances scientifiques. Donc c'est un dossier qui est extrêmement documenté, complet, et qui a permis effectivement au service de l'État de donner une autorisation le 28 décembre 2015. Malgré tout, on ne peut pas nier que cette autorisation, elle est en contravention avec un certain nombre de traités internationaux, notamment la Convention de Barcelone, qui en théorie interdit toute pollution volontaire de la Méditerranée. Il y a donc un risque juridique. Si demain, cette autorisation de rejet vous était retirée, et que donc Alteo Gardanne ne pouvait plus rien rejeter dans la Méditerranée, est-ce que ça signifierait forcément la fin de l'exploitation de l'usine de Gardanne et la fin de l'alumine technique en Provence? Je crois que la Convention de Barcelone n'est pas bafouée. La Convention de Barcelone demande aux États de réduire les pollutions de la Méditerranée. C'est bien ce que nous faisons. C'est ce que nous avons fait depuis 20 ans maintenant. C'est ce que nous avons fait encore davantage en fin d'année 2015. Et c'est ce que nous continuons de faire aujourd'hui, au quotidien, en opérant, en travaillant sur nos installations de manière à avoir les rejets les plus faibles possibles. Même si effectivement l'an dernier l'usine a été épinglée pour un dépassement du taux dans ses rejets. Oui, mais nous travaillons sur ces sujets qui permettent effectivement de garantir un fonctionnement normal, continu, stable de notre procédé. Et aujourd'hui, nous avons un rejet qui
est 6 ou 7 fois plus bas que les limites qui nous sont autorisées aujourd'hui. Et nous continuons à travailler également sur l'invention d'un procédé qui nous permettra de répondre aux seuils généraux des arrêtés ministériels que nous devons respecter. Pour rappeler pour nos téléspectateurs qui n'auraient pas une juste idée de ce qu'est l'histoire, pour la rappeler brièvement, en 1966, vous obtenez l'autorisation de construire, enfin Pechiney en l'occurrence, qui était l'entreprise qui possédait le site à l'époque, obtient l'autorisation de construire un pipeline pour évacuer les rejets de process en mer, en l'occurrence dans la fosse de Cassidaigne, à 7 km au large. Entre 1966 et 2006, si je me fie aux chiffres que j'ai vus à droite à gauche, il se rejette à peu près une vingtaine de millions de tonnes de ce qu'on a appelé les boues rouges, qui sont les résidus de minerais de bauxite utilisés pour en tirer les alumines dans l'usine de Gardanne. C'est précisément sa spécialité. Avec de nombreux produits toxiques, à la fois arsenic, on est fer, d'accord, avec mercure, des métaux. également silice ou titane. Ces polluants existaient dans des concentrations, j'imagine, pas différentes de celles qu'on constate aujourd'hui au départ de l'usine. Enfin, en gros, la matière première est restée sans doute, enfin, vous allez nous le dire si ce n'est pas le cas, la matière première est restée la même, donc la dangerosité, entre guillemets, des produits n'a pas beaucoup évolué. Ça a été vrai, enfin, le rejet entre 1966 et 2006. En 2006, l'usine arrête d'envoyer à la mer une fraction solide, c'est ça ? Avec la construction des réservoirs sur la commune de Bouc-Bel-Air à Manche-Gary, où la fraction boueuse de vos résidus de process sont stockés, et vous ne rejetez plus à la mer qu'une fraction liquide légèrement chargée des quelques polluants qu'on vous reproche. En l'état actuel des choses, c'est la meilleure... le meilleur état sanitaire auquel vous pouvez arriver ? Depuis 2016, effectivement, donc des effluents qui sont toujours rejetés à la mer. Alors, les dates, c'est effectivement 1966, 2006, 2007, avec l'invention d'une technologie pour séparer une partie des effluents solides au travers de ce qu'on a appelé les filtres presse. Donc, c'est une technologie qui a été mise au point à Gardanne, qui a ensuite été réutilisée dans d'autres usines dans le monde. Et effectivement, l'autre date, c'est 2016, puisque l'autorisation a été prolongée jusqu'en 2022 à partir du 1er janvier 2016. Nous avons installé 2 filtres presse d'une nouvelle génération sur notre site de Manche-Gary, qui effectivement séparent l'intégralité des résidus solides, qui les stockent à terre sous forme de matériaux secs, contrairement à ce qui peut se faire ailleurs sous forme de boue, donc c'est du matériau sec, et l'eau est renvoyée dans les circuits de l'usine, et c'est simplement la partie excédentaire de l'eau, puis il faut savoir qu'on récupère toutes les eaux de pluie du site, y compris les eaux qu'on peut récupérer sur le site de Manche-Gary, et les eaux excédentaires sont renvoyées en mer après avoir subi un traitement physico-chimique qui permet effectivement d'épurer très significativement cet effluent, puisqu'on parle d'une réduction de plus de 99,95%. Il reste 5 centièmes de ce qu'il y avait, et puisque vous parliez des métaux, on retire plus de 99% des métaux qui étaient historiquement rejetés. On va peut-être demander votre réaction, Christian Guillaume. Comment est-ce que vous réagissez aux propos d'Éric Duchesne ? Est-ce que ça vous rassure quelque part ? Est-ce que vous êtes toujours aussi inquiet ? Il me semble important de préciser au préalable que le personnel d'Altéo n'est pas notre ennemi et que nous reconnaissons les efforts faits par les ingénieurs, par M. Duchesne, qui les dirige, pour améliorer la situation. Mais ce que nous demandons, ce n'est pas une réduction des rejets. Ce que nous demandons, c'est 0 rejet le plus vite possible. Et on peut se demander comment c'est possible finalement depuis tellement d'années, depuis des dizaines d'années. Alors effectivement, aujourd'hui, ce sont des rejets liquides et non plus des boues qu'on retrouve dans le parc des Calanques. Mais ça dure depuis tellement d'années. Comment c'est possible finalement, une telle affaire ? Actuellement, nous savons, pour l'avoir vu sur place, que l'usine essaye ce qu'ils appellent des pilotes. Et ils essayent par exemple
d'abaisser la basicité de leur rejet, qui est très élevée, par du CO2 que leur fournit Air Liquide. Ils essayent d'autre part de piéger les polluants dans de l'hydrotalcite par un procédé qui consiste à injecter du chlorure de magnésium afin de faire une sorte d'eau de mer hyper concentrée qui permettrait de fabriquer l'hydrotalcite qui se forme de manière aléatoire, de façon naturelle. C'est très technique. Est-ce que vous, sur le terrain, dans le parc des Calanques, est-ce que vous constatez une amélioration depuis ce 1er janvier 2016 ? Est-ce qu'il y a du changement sur le milieu marin, sur les poissons ? Il est trop tôt pour le dire. Il est trop tôt pour le dire. Ce sur quoi il faut insister, c'est qu'il faut distinguer soigneusement l'instant T et l'avenir. À l'instant T, l'ANSES, l'organisme chargé de surveiller l'état sanitaire de cette situation, entre autres questions qu'elle traite, l'ANSES nous dit que, premièrement, tous les poissons sont pollués. Deuxièmement, qu'ils restent consommables sous certaines précautions. Les précautions ont été précisées par le professeur Augier, que je représente ici. Ça consiste à ne pas consommer la tête et les viscères. Moyennant quoi, actuellement, on peut encore consommer le poisson. Nous n'adhérons pas au message catastrophiste, vraiment apocalyptique, qui, si on les croyait, nous amènerait à croire qu'on ne peut plus manger un seul poisson. Non, on peut encore consommer du poisson. Mais le problème, c'est que les rejets contiennent des éléments chimiques qui sont, pour la plupart, non biodégradables et qui s'accumuleront dans la chaîne alimentaire et qui sont extrêmement nuisibles à la vie marine. Comme on manque de temps pour en faire une longue liste, j'en lis quand même quelques-uns. Soude, aluminium, fer, arsenic, vanadium, titane, molybdène, manganèse, plomb, cuivre. Enfin, je m'arrête. Effectivement. La liste est extrêmement longue. Est-ce que, en l'état actuel de la technologie, il est possible de produire des alumines à partir de minéraux de bauxite sans rejeter quoi que ce soit de liquide ou de solide en mer ? Alors, la réponse est non, mais je vais quand même revenir à ce que a dit M. Guillaume. L'ANSES a dit qu'il ne voyait pas de différence sanitaire entre les poissons pêchés dans la zone du rejet et des poissons pêchés un peu plus loin sans l'impact a priori du rejet. C'est quand même important, c'est la vraie question autour de nos rejets, c'est quel est l'impact réel sanitaire du rejet. Et l'ANSES le dit clairement, il n'y a pas d'impact sanitaire notable de notre rejet. C'est ce que nous disions également dans notre dossier qui fait plus de 17 volumes. Ça conforte des études qui datent, qui ont eu lieu pendant plus de 20 ans avec un comité scientifique de suivi de notre rejet qui avait été mis en place par le préfet en 1996. Après, c'est difficile d'enlever dans la tête des gens qu'il y a toujours un doute et quand on parle de toxicité, c'est vrai que les résultats peuvent se faire sentir aussi de longues années après. Oui, ça fait quand même plus de 50 ans. On a rejeté pendant plus de 50 ans ou 50 ans nos rejets en mer. Je veux dire, depuis 1996 et même un petit peu avant, il y avait eu des études justement pour évaluer l'impact de ces rejets qui n'ont pas montré effectivement d'impact. Donc ça, je pense qu'il faut le redire. Et aujourd'hui... D'impact, même si c'est vrai que dans le milieu marin, les poissons ressortent d'une couleur quand même assez orangée. Non, mais ça ce sont des images qui sortent effectivement de temps en temps. C'est faux, les poissons ne sont pas comme ça. Les poissons je pense pas que les pêcheurs mentent non plus. C'est quand même pas dans leur intérêt de tuer leur business. Les poissons ne nagent pas rouges. Ils sont effectivement pêchés, traînés au fond, et ça remonte effectivement. Donc si c'est pour dire qu'il y a des bouts rouges au fond de la mer, on le sait. C'est pas la peine de montrer un poisson, etc. Non, la vraie question, c'est est-ce que ça pose un problème sanitaire? La réponse est non. L'ANSES l'a dit. Ça confirme un certain nombre d'études qui ont été menées pendant plus de 20 ans. Voilà. Et c'est également votre avis, François-Michel Lambert. Alors, on a toujours parlé souvent dans ce dossier d'un chantage environnement, emploi. Il faut dire qu'Alteo emploie 450 salariés, plus de 250 sous-traitants. Votre position, elle n'a pas varié finalement, vous, sur le sujet? Vous êtes toujours du côté d'Alteo? Je ne suis pas du côté d'Alteo. J'en ai ras-le-bol, et je vous le dis, des fake news. Parce que là, on raconte que des choses qui sont fausses. Quand vous avez l'ANSES
qui vous dit quelle est la réalité. Monsieur Duchesne vient de le rappeler. Et, Pour vous, c'est pas non, mais toxique. je vais vous dire, vous me permettez? Mais je vous en Alors, prie. fer, bore, chrome, plomb, cuivre, lithium, nickel, c'est tout ce qui sort de nos stations d'épuration qu'on rejette en mer. Je ne vous parle pas de la calanque de Samena, fermée. Qu'est-ce que vous dites finalement? Ce que je Alteo dis, ne c'est que pollue pas plus. ce que je dis, c'est que Alteo, si nous faisions ce que nous sommes en train de faire sur Alteo, et je critique Alteo parce qu'on pourrait aller encore plus vite, notamment en ouvrant les données. On va y revenir. Mais je mets en avant surtout la façon dont Alteo et les services de l'État, on oublie, hein, mais les services de l'État ont accompagné Alteo. Qui ont renouvelé leur autorisation, effectivement. Non, qui ont accompagné Alteo techniquement en les aidant à rechercher, à innover, à trouver les solutions technologiques. Et aujourd'hui, quelle est la réalité? Sur les 7 dérogations, il y en a une qui pose problème, c'est l'aluminium. Ça étonnera personne. L'arsenic, on est en dessous de la norme. Le fer, on est en dessous de la norme. Le pH, on est encore un peu élevé, mais le pH n'est pas un problème qui fait que les poissons sont pollués. Moi, mon vrai problème, c'est que tous les poissons sont pollués. Mon vrai problème, c'est le professeur Augier qui dit il faut enlever les viscères et la tête. Mon vrai problème, c'est où on prend les dispositions sanitaires pour demain matin, partout, à la une de la Provence, dans votre journal, dans tous les médias, il soit indiqué tous les poissons qui sont pêchés dans notre baie, il faut les éviscérer et enlever la tête. Parce que le professeur Augier vient de nous dire qu'il y a ce problème. Et vous l'aviez dit l'autre jour, l'un des poissons qui est les plus impactés, c'est le mulet, si je me trompe, qui vit entre 0 et 10 mètres. Nous sommes à 300 mètres de profondeur. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des facilités. Et ceux qui se disent écologistes ont une facilité d'aller jusqu'à demander la fermeture d'une usine. C'est la généralité qui vous énerve? Non, ce qui m'énerve, c'est la facilité. C'est la facilité de trouver un bouc émissaire et de faire croire aux gens que tout sera réglé si on ferme l'usine. Alors, la pollution de la Méditerranée, je viens de le dire, elle est tout autre que la situation au jour où nous nous parlons des rejets de Alteo. On peut quand même essayer de ne pas en rajouter. Mais on en rajoute presque plus que de l'aluminium. Et bientôt, il n'y en aura plus par rapport aux normes. 2, la question est de la responsabilité planétaire. Moi, je suis un écologiste planétaire. Ces alumines de spécialité, on en a ici dans nombre d'objets. Non, mais dans votre dentifrice, sur votre carrelage, et énormément. 10 à 20 fois par jour, vous croisez de l'alumine de Gardanne. Donc, si on ferme Gardanne, on va ouvrir ailleurs. Moi, on est d'accord qu'il y a un besoin en si France vous êtes d'accord effectivement, qu'il y a un besoin si les Français sont d'accord de dire après, la question, c'est le traitement on ferme des Gardanne, si les Français sont d'accord de dire on ferme Gardanne et on envoie la production ailleurs, c'est pas une question d'emploi, mais on envoie surtout la pollution ailleurs, on délocalise le problème. On délocalise la pollution qui nous reviendra dans la figure. Parce que très certainement, elle sera en Méditerranée, et la Méditerranée est une mer fermée. Donc, on a pris nos responsabilités, on accompagne Alteo, on leur demande d'aller plus loin. Moi, je demande d'aller plus loin, notamment que ce soit de l'eau de qualité agricole qui est dans cette canalisation pour servir le territoire. Voilà ce qu'on peut faire, voilà ce que l'on peut atteindre, et c'est bien mieux que les normes. Et est-ce que le problème n'a pas changé aujourd'hui finalement, François-Michel Lambert, puisque aujourd'hui c'est stocké à Gardanne, à Bouc-Bélair également, ce n'est plus rejeté en mer, mais du coup les solides sont stockés sur place finalement. Est-ce que ce n'est pas un problème de santé publique pour ces habitants qui peuvent voir que leurs terrasses sont colorées, que leurs vêtements aussi le sont? Mais rien n'est neutre. J'habite Gardanne depuis suffisamment longtemps pour avoir connu un Gardanne totalement empoussiéré des envolées de Alteo. 300 000 C'était tonnes Péchiné à l'époque. Péchiné à l'époque. C'était le site, la ville la plus empoussiérée de toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ça a été réduit très fortement, de plus de 80%. Donc il faut que nous travaillions sur ces stratégies. Moi, je reviens à ma question première. Est-ce que nous prenons nos responsabilités en accompagnant, en poussant, en exigeant à l'industriel d'aller le plus vite possible pour régler ces problèmes, ou est-ce qu'on envoie ailleurs la production? Il y aura une perte d'emploi. Pour certains, c'est pas grave. Pour moi, c'est grave. Mais il y aura surtout un impact sanitaire qu'on fera porter à d'autres. En tout cas, vous n'enleverez pas de l'idée que la prise de conscience est un peu tardive, quand même. Alors là, je vous rejoins. J'ai retrouvé un article quand j'étais simple conseiller municipal. Je crois que c'est en 2010 cet article. Et j'étais le premier à alerter en tant qu'élu
sur le mur de 2016 et l'urgence que et l'industriel qui s'appelait Rio Tinto à l'époque et les services de l'État, parce que c'est ça le problème. Mais est-ce qu'on parle du passé ou est-ce qu'on parle de l'avenir? Les services de l'État n'étaient pas suffisamment présents aux côtés de l'industriel, les élus étaient totalement absents pour leur demander d'accélérer sur les solutions et les innovations pour régler le problème. Christian Guillaume, je sais que vous souhaitez réagir, notamment puisque aujourd'hui ces rejets sont faits dans le parc des Calanques qui date de 2012, ce parc national. Pour faire suite à ce que vient de dire monsieur le député Lambert, il n'est pas possible, à notre avis, de dire qu'il ne se passe plus rien. Il faut faire attention à des facteurs très importants. D'abord, l'eau qui est rejetée au volume quand même assez énorme de 270 mètres cubes par heure et qui manque aux agriculteurs l'été. Cette eau, étant moins dense que l'eau de mer, n'aura pas la bonne idée de rester au fond. Elle remontera. Et elle remontera d'autant mieux que 6 mois par an, la partie aérienne de la canalisation est chauffée. Si on va, par exemple, à la Destrousse et qu'on mette la main à midi, un jour de beau temps, sur la canalisation terrestre, elle est chaude. Donc, on envoie à la mer, à 320 mètres, je veux bien, mais on perturbe le milieu marin. On envoie une eau qui remontera pour ces deux raisons, différence de densité et différence thermique. D'autre part, et là c'est le vieux plaisancier qui parle, le régime des courants n'est pas favorable du tout à ce que cette eau aille se perdre dans l'immensité marine. Il y a le vent de sud-est qui est fréquent, qui ramène tout vers le bord. Il y a même le Mistral qui crée un phénomène d'upwelling et qui contribuera à la faire remonter. Et il y a tous les jours de grand beau temps, l'été, la brise de mer qui se lève à l'est, qui tourne avec le soleil, qui se couche à l'ouest, qui souffle de manière relativement robuste, surtout quand il fait beau et chaud. Tous les facteurs sont réunis pour que les rejets n'aillent pas se perdre dans l'immensité marine. Et, en plus, indépendamment du problème du poisson, que l'on peut encore consommer, je le répète, on peut encore consommer du poisson moyennant quelques précautions. Nous ne faisons pas du tout partie de ceux qui disent tout est empoisonné. D'ailleurs, si le poisson était définitivement pas consommable, on n'aurait plus qu'à arrêter notre action. Nous nous battons justement pour garder la ressource qui est encore utilisable. Éric Duchesne, est-ce que vous souhaitez réagir à ces propos de Christian Guillaume? Il y a forcément peut-être des effets sur l'environnement. C'est indéniable que l'usine d'Alteo de Gardanne fait des efforts. Mais toute action a forcément des conséquences de toute manière. Je crois que les efforts, enfin c'est pas des efforts, ce sont de très gros efforts que nous faisons, tant financièrement, puisqu'on a quand même investi plus de 20 millions et on prévoit d'investir encore une vingtaine de millions d'euros sur les enjeux environnementaux les prochaines années, qu'en recherche et développement. Vous parliez tout à l'heure des boues aujourd'hui, enfin, des résidus solides qui sont stockés sur le site de Manche-Garry, qui ne sont pas des déchets dangereux. Hein. Pour les habitants non plus ? Mais pour les habitants non plus. Il y a eu récemment une autre étude de l'ANSES qui indique clairement qu'il n'y a pas de risque sanitaire lié à ces poussières. Ça corrobore un autre document que l'IRSN, l'Institut de sûreté nucléaire, avait publié à la demande de la ministre de l'Environnement, qui concluait qu'il n'y avait pas de problème de radioactivité. Et ça confirme également une étude de Santé publique France, l'ancienne ARS, qui conclut en l'absence de risque sanitaire après avoir fait une enquête de voisinage, après avoir vu 100% des médecins de Bouc-Bélair et de la région qui soignent 100% des habitants. Donc voilà, il n'y a pas de problème sanitaire ni en mer ni à terre. Maintenant, les efforts, nous les faisons. Il y a des effets néanmoins. Mais qu'il y ait des effets, oui, on rejette de l'eau. Et en écoutant effectivement M. Guillaume, je me disais qu'on rejetterait de l'eau des effluents moins toxiques, du canal de la Durance directement dans la mer, donc de l'eau douce, propre, etc. Elle sera à la même température que le rejet qu'on a aujourd'hui. Et visiblement, ça posera un problème à M. Guillaume. Non, qu'on soit clair, on a également des études
là qui sont en cours en mer, qui sont justement destinés à valider les modèles de dispersion qui sont dans notre dossier. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que on parlait du pH tout à l'heure, le pH est tout à fait revenu dans les normes, au niveau du pH de la mer, à quelques mètres. Et quand je dis quelques mètres, c'est 2 mètres du rejet. Donc l'impact, peut-être qu'il y en a, mais l'impact sanitaire, il est... C'est une certitude, cet impact est moindre aujourd'hui qu'il a pu l'être évidemment par le passé. Évidemment, je veux dire, quand on retire 99,95% de ce qu'on jetait, qu'il reste de l'eau, il n'y a pas de... je ne vois pas pourquoi il y aurait plus d'impact. Un des motifs d'inquiétude autour de l'usine, qui n'a rien à voir avec l'exploitation en elle-même et la pollution, c'est le fait que 5 ans après le rachat de Pechiney-Alcan par Rio Tinto, le nouveau propriétaire, donc Rio Tinto, ait vendu l'usine à un fonds d'investissement dont le siège est à Miami, qui s'appelle HIG Capital. En général, les fonds d'investissement n'ont pas vocation, gardent assez peu souvent les entreprises qu'ils achètent très longtemps et pas toujours avec une stratégie industrielle très claire. En l'état actuel des choses, et aussi loin que vous puissiez nous répondre, Monsieur Duchesne, on a la certitude que l'usine de Gardanne va fonctionner au minimum jusqu'à quand? Écoutez, ça fait plus de 120 ans qu'elle existe, ouais. Donc je ne peux pas vous dire combien de temps elle va durer. Cependant, on vient d'investir plus d'1 million. On investit dans des programmes de recherche à la fois sur les rejets en eau, mais également pour trouver des solutions de valorisation sur les résidus solides, dans le cadre d'une économie circulaire, pour réutiliser ces produits-là. On a des projets aussi de développement industriel. Il ne faut pas oublier, on est quand même là pour ça. Donc nos actionnaires, HIG en l'occurrence, nous supportent complètement dans cette transformation que nous devons mener, et ça passe effectivement par la résolution de notre problématique rejet en mer, et nous travaillons énormément dessus. Merci beaucoup. Et un débat qui fera toujours couler beaucoup d'encre. Merci beaucoup à nos 3 invités. Merci à vous, Hervé Vaudois, et merci à vous Priscilla de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau Aime le débat.